Bonjour. On connaît presque tous quelqu'un, un proche, un parent qui prend un anticoagulant. Souvent, c'est pour une fibrillation atriale ou après une phlébite, pour éviter des complications. Oui, tout à fait. Mais bon, la question qui inquiète souvent, c'est que se passe-t-il si un saignement survient? Ah oui, c'est une angoisse fréquente et légitime. Ces médicaments sont essentiels pour prévenir les caillots, mais le revers de la médaille, c'est ce risque hémorragique. Exactement. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, les accidents hémorragiques liés à ces anticoagulants. Oui, on va essayer de décrypter ça en s'appuyant sur les documents qu'on a consultés. On parlera des anciens, comme les antivitamines K, les AVK. Et aussi des plus récents, les AOD, les anticoagulants oraux directs, la Pixaban, le Rivaroxaban, ce genre de choses. Tout à fait. L'idée, c'est de donner des repères clairs. Comment on reconnaît ces accidents hémorragiques, comment on évalue si c'est grave et quels sont les grands principes pour les prendre en charge en urgence. Parfait. Objectif. Mieux comprendre les enjeux pour les patients. Alors, on commence par la base. Qu'est-ce qu'un accident hémorragique des anticoagulants? Exactement. La définition est assez simple en fait. C'est juste un saignement, n'importe lequel, qui arrive chez une personne qui prend ce type de traitement. D'accord. Peu importe l'anticoagulant utilisé. Voilà, c'est le fait de saigner sous traitement. Et est-ce que c'est fréquent? On entend souvent parler de ce risque, mais concrètement? Alors oui, c'est un risque bien réel. Pour les AVK par exemple, les sources qu'on a, elles indiquent qu'environ 5 à 7% des patients sous traitement vont avoir un épisode hémorragique chaque année. 5 à 7%. Ah oui, c'est pas rien. Non, ce n'est pas anodin. Et il faut ajouter que, malheureusement, environ 0,5 à 1% de ces saignements peuvent être fatals. Et avec les nouveaux anticoagulants, les AOD, on dit souvent que c'est plus sûr, c'est vrai? Le risque est plus faible? Oui, c'est un de leurs avantages. Le risque est globalement plus faible. Les sources parlent d'environ 2 à 4% de saignements majeurs par an sous AOD. Majeur, d'accord. Oui, c'est important de préciser, donc c'est moins. Mais ça veut quand même dire qu'entre, disons, un patient sur 50 et 1 sur 25 aura un saignement sérieux chaque année. Le risque zéro n'existe pas. Bien sûr. Et qui est le plus à risque? Il y a des facteurs qui augmentent cette probabilité de saigner? Oui, plusieurs facteurs sont bien identifiés. Bon, d'abord, l'âge avancé, ça joue. Ensuite, une dose d'anticoagulant plus élevée ou un objectif d'INR plus haut pour les AVK. D'accord. Certaines maladies aussi, l'insuffisance rénale par exemple ou hépatique, parce que ça peut ralentir l'élimination du médicament. L'hypertension artérielle mal contrôlée également. Et la prise d'autres médicaments en même temps? J'imagine que ça peut interagir. Ah oui, c'est un point crucial. Surtout les antiagrégants plaquettaires comme l'aspirine ou le clopidogrel. Les prendre en même temps qu'un anticoagulant, ça augmente significativement le risque de saignement. Logique. Et puis, il y a ce qu'on appelle les lésions préexistantes. Si quelqu'un a déjà, par exemple, un ulcère à l'estomac qui ne saignait pas forcément, l'anticoagulant peut le réveiller, le faire saigner, pareil pour des polypes dans le côlon, etc. D'accord, donc le terrain du patient compte énormément, on comprend mieux le contexte. Alors passons à la pratique. Comment on pose le diagnostic? C'est toujours évident, un saignement? Parfois oui, c'est flagrant. Un saignement donné qui n'arrête pas, du sang rouge vif dans les toilettes, un énorme bleu qui sort de nulle part. Si on sait que la personne est sous anticoagulant, le lien est vite fait en général. Oui, ça on imagine bien. Mais j'imagine que parfois c'est plus caché. Exactement. Et c'est là que ça devient un défi. Les saignements internes, on ne les voit pas. Les signes peuvent être très insidieux au début. Juste une fatigue qui s'installe, une pâleur qui augmente petit à petit. On parle d'anémie par déglobulisation. Déglobulisation, d'accord. Oui, ça veut dire que la personne perd des globules rouges progressivement. Et là, un examen médical attentif, c'est vraiment essentiel. Et on recherche quoi spécifiquement dans ces cas où ce n'est pas évident? On va poser des questions précises. Est-ce qu'il y a eu des vomissements avec du sang ou alors des selles très noires, un peu comme du goudron et très malodorantes? Ça, c'est ce qu'on appelle un méléna. Méléna. Oui, c'est le signe que le sang vient du haut du tube digestif et qu'il a été digéré. C'est un signe d'alerte important. Et puis on examine la personne, on cherche des bleus, des hématomes, même petits. Et le toucher rectal, vous l'avez mentionné? Oui. C'est un geste clé, même s'il n'est pas très agréable. Si on découvre une anémie inexpliquée chez quelqu'un sous anticoagulant, le toucher rectal est systématique pour chercher des traces de sang dans les selles qu'on ne verrait pas à l'œil nu. D'accord. Et si l'examen clinique ne montre rien de probant,
mais que la prise de sang confirme qu'il y a une anémie. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il faut impérativement trouver d'où vient ce saignement. Donc, on passe aux examens complémentaires. Très souvent, on va faire une endoscopie digestive. Une caméra dans l'estomac et le côlon? C'est ça. D'abord en haut, la fibroscopie gastrique, puis en bas, la coloscopie. Ou alors, on peut faire un scanner, souvent un scanner de l'abdomen et du pelvis avec une injection de produits de contraste. Ça permet de voir des hématomes profonds cachés. Comme dans l'exemple de ce monsieur B dont parlent les sources sciences. Exactement, ce cas est très illustratif. Un homme de 68 ans, sous apixaban, un AOD, il arrive aux urgences avec une douleur forte en bas du ventre, à gauche, qui irradie vers la cuisse. Il a aussi des fourmillements, du mal à plier la hanche. Classique presque. Enfin, évocateur, disons. Et la prise de sang montre une anémie sévère. L'hémoglobine est tombée à 7,1 g par litre, ce qui est très bas. Et le scalvant du coup? Le scanner confirme ce qu'on suspectait. Un gros hématome dans un muscle profond de l'abdomen, le psoas, à gauche. Et, détail important, le scanner montrait même des signes que ça saignait encore au moment de l'examen, un saignement actif. Ah oui, d'accord. C'est donc un diagnostic à avoir en tête face à une douleur de hanche ou une anémie inexpliquée chez ces patients. Absolument. Douleur du membre inférieur, cruralgie ou anémie isolée sous anticoagulant égale pensée à l'hématome du psoas ou rétropéritonéal. Et en parallèle de chercher où ça saigne, il faut aussi vérifier si l'anticoagulant est, disons, trop fort, s'il y a un surdosage. Oui, c'est l'autre partie importante du diagnostic. Évaluer l'intensité de l'anticoagulation. Pour les AVK, c'est facile. On a l'INR, c'est le test de référence. Pour l'héparine non fractionnée en perfusion, on utilise le TCA. C'est plus compliqué pour les AOD. Les tests comme l'INR ou le TCA sont peu fiables pour eux. Alors, comment on fait? On a recours à des dosages plus spécifiques. Soit on mesure l'activité du médicament, on parle d'activité anti-XA pour le rivaroxaban ou l'apixaban et anti-IA pour le dabigatran, soit on dose carrément la concentration du médicament dans le sang. C'est plus spécialisé, pas disponible partout. D'accord, c'est plus complexe pour les AOD sur ce point. Bon, une fois qu'on a confirmé le saignement, qu'on a une idée de sa source et du niveau d'anticoagulation, vient l'étape de l'évaluation de la gravité. Pourquoi c'est si important cette étape? Parce que c'est ça qui va guider toute la suite. Est-ce que la situation est hyper urgente? Est-ce qu'il faut aller en réanimation tout de suite? Quel type de traitement on va devoir mettre en place? Tout dépend de la gravité. Et quels sont les signes qui doivent alerter, qui montrent qu'un saignement est grave? Déjà, il y a les signes qui montrent que l'anémie est mal supportée par l'organisme. Une pâleur extrême, un essoufflement important, même sans effort, le cœur qui bat très très vite, une grosse fatigue, parfois même des douleurs dans la poitrine, comme une angine de poitrine. D'accord, des signes généraux. Oui. Et puis il y a des critères plus objectifs, plus formels, comme ceux définis par la Haute Autorité de Santé, la HS, qui sont cités dans les documents. Ah oui, lesquels par exemple? En gros, un saignement est considéré comme grave si, premièrement, il est externe et on n'arrive pas à l'arrêter. Deuxièmement, s'il a un retentissement sur la circulation sanguine, tension artérielle très basse, chute importante de tension ou des signes de choc comme des marbrures sur la peau, une confusion. D'accord, chute de tension, état de choc. Troisièmement, s'il faut une intervention en urgence pour stopper le saignement. Une chirurgie, une endoscopie, une radio interventionnelle. Quatrièmement, s'il y a besoin de transfuser du sang, des globules rouges. Et enfin, cinquièmement, si le saignement se situe dans une zone dangereuse. Une zone dangereuse, c'est-à-dire? Dans le cerveau, évidemment, ou la moelle épinière, dans l'œil aussi, ou un hématome dans un muscle profond qui risque de comprimer un nerf ou un vaisseau important, comme l'hématome du psoas de Monsieur B, justement, sa localisation le rendait grave. Un hématome dans le thorax ou l'abdomen aussi. Compris. Donc, si un de ces critères est présent, la conduite à tenir est claire. Très clair. Hospitalisation immédiate, sans discuter. Et si l'état hémodynamique, la circulation, est instable ou si la localisation est vraiment critique, comme le cerveau, c'est direct en réanimation ou dans une unité de soins continus. Pas de temps à perdre. C'est très net. Alors, maintenant, la prise en charge en urgence. Les sources décrivent une stratégie en 4 points. Le premier réflexe, la première chose à faire,
Le premier geste, c'est assez logique. Il faut arrêter l'anticoagulant. C'est la base, hein, dans la très grande majorité des cas de saignement significatif. Très grande majorité. Ça veut dire qu'il y a des exceptions? Des cas où on hésite à arrêter? Oui, et c'est là que les choses se compliquent un peu. Il y a des situations où le risque de thrombose, de caillot, si on arrête l'anticoagulant, est jugé extrêmement élevé et immédiat. Par exemple? On pense surtout à certaines valves cardiaques mécaniques, notamment en position mitrale, qui sont à très haut risque de thrombose. Ou alors une embolie pulmonaire très grave et toute récente. Dans ces cas-là, la décision d'arrêter est vraiment difficile. C'est une balance bénéfice-risque très délicate à évaluer sur le moment. Exactement. Il faut peser le risque hémorragique immédiat contre le risque thrombotique qui peut aussi être vital. C'est une discussion au cas par cas, souvent à plusieurs médecins, plusieurs spécialistes. D'accord. Donc étape 1, arrêter l'anticoagulant si possible. Ensuite, quelle est la deuxième étape? La deuxième étape, c'est de gérer les conséquences directes du saignement. C'est ce qu'on appelle le traitement symptomatique. Le plus souvent, ça veut dire transfuser. Si l'anémie est importante, si la personne la supporte mal, il faut apporter des globules rouges. L'urgence de la transfusion dépend de la gravité, j'imagine. Bien sûr. Si la personne est en choc hémorragique, on transfuse en urgence vitale. Si l'anémie est modérée et bien tolérée, on a un peu plus de temps. On peut aussi avoir besoin de plaquettes ou de plasma dans certaines situations, mais c'est plus rare. Logique. Donc on arrête le médicament, on compense les pertes, et la troisième étape, c'est de neutraliser l'effet de l'anticoagulant lui-même. C'est ça. Parce qu'arrêter le médicament, c'est bien, mais ça ne suffit pas toujours en urgence. L'effet de l'anticoagulant ne disparaît pas instantanément quand on arrête la prise. Ah oui, ça met du temps à s'éliminer. Exactement. Pour l'héparine en intraveineuse, l'effet s'arrête assez vite, en quelques heures. Mais pour les AVK ou pour les AOD, l'effet peut durer plusieurs jours après la dernière prise. Donc, si le saignement est vraiment grave, il faut activement bloquer l'effet anticoagulant qui persiste dans le sang. Et comment on fait ça? Ça doit dépendre du type d'anticoagulant, non? Pour les AVK? Pour les AVK, le traitement de référence, c'est d'administrer ce qu'on appelle des concentrés de complexes prothrombiniques, les CCP, parfois appelés PPSB aussi. Ce sont des facteurs de coagulation tout prêts. On donne une dose calculée selon le poids, en général 25 unités par kilo. D'accord, les CCP. Mais, et ça c'est vraiment un point crucial que les sources soulignent bien, il faut systématiquement associer de la vitamine K, par voie intraveineuse, 5 à 10 mg en général. C'est indispensable. Pourquoi? Pourquoi cette association est si importante? Les CCP ne suffisent pas. Les CCP agissent très vite, en quelques minutes, pour faire remonter les facteurs de coagulation. Mais leur durée d'action est courte, juste quelques heures. La vitamine K, elle, agit plus lentement, mais elle permet au foie de se remettre à fabriquer lui-même les facteurs de coagulation de façon durable. Ah, je vois. Sans la vitamine K, l'effet des CCP va s'épuiser et l'INR va remonter quelques heures plus tard et le risque de saignement va revenir. C'est vraiment un couple indissociable. CCP pour l'urgence immédiate, vitamine K pour le relais. L'objectif, c'est d'avoir un INR inférieur à 1,5 rapidement et qui le reste. Très clair. Un point de vigilance majeur donc. Et pour les autres anticoagulants, l'héparine par exemple. Pour l'héparine non fractionnée, celle qu'on donne souvent en perfusion continue, il existe un antidote spécifique, le sulfate de protamine. On calcule la dose en fonction de la quantité d'héparine reçue. Il faut juste faire attention, ça peut parfois donner des petites réactions comme une baisse de tension. Et ça marche aussi pour les autres héparines? Les injections sous-cutanées? Les HBPM? Justement, non. C'est un point important. La protamine est peu ou pas efficace sur les héparines de bas poids moléculaire, les HBPM. Pour elles, on n'a pas vraiment d'antidote efficace. D'accord. Et pour les AOD, les nouveaux, il y a des antidotes? Alors ça bouge sur ce front. Pour un des AOD, le dabigatran, Pradaxa, oui, il existe un antidote spécifique très efficace, l'idaruxizumab, commercialisé sous le nom de Praxbind. On l'utilise à l'hôpital pour les saignements très graves ou avant une chirurgie urgente. Et pour les autres AOD comme l'apixaban, Eliquis ou le rivaroxaban, Xarelto? Pour ceux-là, qui sont des inhibiteurs du facteur XA, il existe bien un antidote spécifique, l'andexanet alpha, mais il n'est pas encore largement disponible ou remboursé en France pour l'instant. Donc en pratique, en cas de saignement très grave sous apixaban ou rivaroxaban, qu'est-ce qu'on fait? On utilise souvent les CCP, comme pour les AVK. Même si ce n'est pas un antidote spécifique. Exactement. On les utilise un peu hors AMM, autorisation de mise sur le marché, en se disant que ça peut aider à relancer la coagulation, même si les preuves d'efficacité sont moins solides que pour les AVK.
C'est une option en cas de situation critique. Bien compris, donc on a arrêté l'anticoagulant, géré les symptômes et transfusé si besoin, neutraliser l'effet anticoagulant si nécessaire. Quelle est la 4e et dernière étape de la stratégie? La dernière étape, mais elle est absolument fondamentale, c'est de traiter la cause du saignement. C'est crucial de comprendre ça. L'anticoagulant, dans la plupart des cas, il ne fait que favoriser ou révéler un saignement. Il n'est pas la cause première. Ah oui, il y a presque toujours une lésion en dessous qui saigne. Exactement, presque toujours. Un ulcère, un polype, une diverticulite, une malformation vasculaire, une tumeur, peu importe, mais il y a une source. Et si on ne traite que l'anticoagulation, sans traiter cette source, le problème risque de revenir. Donc il faut absolument identifier cette lésion. Oui, c'est pour ça qu'on fait les endoscopies, les scanners, pour trouver d'où ça saigne. Et une fois qu'on a trouvé, on traite comment? Ça dépend de la lésion et de sa localisation. Parfois, on peut la traiter directement pendant l'endoscopie. Ok. On peut injecter un produit, poser des clips, cautériser. Parfois, c'est la radiologie interventionnelle qui prend le relais. C'est-à-dire? Les radiologues peuvent passer par les artères avec des micro-cathéters pour aller boucher le petit vaisseau qui saigne. C'est ce qu'on appelle une embolisation. C'est très efficace pour certains types de saignements. Comme pour Monsieur B et son psoas. Oui, par exemple. Si on voit un saignement actif au scanner, l'embolisation peut être une excellente option pour arrêter l'hémorragie sans avoir à opérer. Et puis parfois, il n'y a pas le choix, il faut opérer. Une chirurgie pour enlever la lésion ou réparer. C'est donc souvent une discussion entre plusieurs spécialistes, j'imagine. Tout à fait. C'est une prise en charge multidisciplinaire. Le réanimateur, le gastro-entérologue, le radiologue interventionnel, le chirurgien. Tout le monde discute ensemble pour choisir la meilleure stratégie pour le patient. Une approche vraiment globale. Bon, pour finir, si on devait résumer les points de vigilance essentiels à retenir de tout ça, quels seraient-ils? Le premier message, je crois, c'est ne jamais banaliser un saignement sous anticoagulant. Même si ça semble minime au début, il faut toujours évaluer la gravité de façon rigoureuse. D'accord. Ne pas sous-estimer. Ensuite, deuxième point clé, se souvenir que l'anticoagulant facilite le saignement, mais qu'il y a presque toujours une lésion sous-jacente. Il faut la chercher et la traiter. Se contenter de donner l'antidote ou d'arrêter le traitement, c'est souvent insuffisant à long terme. Traiter la cause, pas seulement la conséquence. Voilà. Troisième point, attention aux pièges. Des selles noires, ça peut être du fer, oui, mais ça ne doit jamais faire éliminer d'office un méléna, un vrai saignement digestif. Il faut rester méfiant. Quatrièmement, pensez aux interactions médicamenteuses. Toujours vérifier toute l'ordonnance du patient. Certains médicaments peuvent augmenter l'effet des anticoagulants sans qu'on s'en rende compte. L'exemple de l'antidépresseur escitalopram avec la warfarine dans les sources est parlant. Oui, c'est vrai. Cinquième point, très important aussi, avant d'arrêter ou d'antagoniser l'anticoagulant, toujours évaluer le risque de thrombose du patient. Quel est son risque de faire un caillot si on arrête tout ? C'est essentiel, surtout pour les patients à très haut risque comme ceux avec une valve cardiaque mécanique. La fameuse balance bénéfice-risque encore et toujours. Exactement. Et enfin, un dernier point plus administratif mais important, ne pas oublier de déclarer ces accidents hémorragiques graves à la pharmacovigilance. Ça permet de surveiller la sécurité des médicaments. Parfait, c'est très complet. Donc, en résumé, si on doit faire face à un saignement sous anticoagulant, 1. Reconnaître et évaluer la gravité sans attendre en pensant aux critères objectifs. 2. Agir vite et de façon structurée. Arrêter l'anticoagulant si la balance des risques le permet. 3. Gérer l'urgence vitale, notamment par transfusion si nécessaire. 4. Neutraliser l'effet anticoagulant si le saignement est grave, avec le bon agent, CCP, protamine, idaruzizumab, et sans oublier la vitamine K pour les AVK. Et 5. Trouver et traiter la cause sous-jacente du saignement. C'est une excellente synthèse, oui. Ça montre bien toute la complexité de la gestion de ces situations. C'est vraiment un défi constant en médecine. Utiliser au mieux ces médicaments qui sauvent des vies en prévenant les thromboses tout en maîtrisant ce risque de saignement qui leur est malheureusement associé. Un équilibre délicat en effet. Et ça nous amène peut-être à une réflexion pour conclure. La recherche continue, on parle d'anticoagulants de nouvelle génération, peut-être plus sûrs, d'antidotes plus spécifiques. Comment est-ce qu'on pourrait, à l'avenir, aller vers une médecine encore plus personnalisée dans ce domaine ? C'est la grande question, je pense. Comment adapter non seulement le choix du médicament, mais aussi l'intensité de l'anticoagulation, la surveillance, la stratégie en cas de problème ? Comment adapter tout ça à chaque patient en fonction de son risque thrombotique personnel et de son risque hémorragique personnel ? Pour optimiser cette fameuse balance bénéfice-risque pour chacun.
Exactement. C'est tout l'enjeu de la médecine de précision appliquée aux anticoagulants. Trouver le juste équilibre pour chaque personne, pour la protéger au mieux des caillots, avec le moins de risques de saignement possible. Un vaste champ de recherche et sans doute de progrès pour les années à venir. Tout à fait. Beaucoup de choses à attendre de ce côté-là.